Alors, bon matin tout le monde, good morning. Mélanie nous a parlé beaucoup de l'impact des valeurs, les valeurs individuelles. Aujourd'hui, peut-être j'aimerais aborder un peu quel est l'impact des valeurs dans une société par rapport à la perception qu'on a des personnes vieillissantes et surtout de leur capacité et de la place qu'on leur donne dans la prise de décision. Alors, les objectifs ce matin, c'est de vous sensibiliser par rapport à l'impact de l'agisme sur la prise de décision. Les éléments qui influencent la prise de décision des différentes personnes impliquées, comme Mélanie nous a dit ce matin, on a l'aîné, on a les proches, on a les professionnels de la santé. L'équilibre complexe entre vouloir respecter l'autonomie d'une personne aînée, mais en même temps, notre perception peut-être du besoin de protection. Et là, je vais vous jouer un petit vidéo aujourd'hui qui va vous illustrer un peu comment un processus de prise de décision peut se passer dans une famille. Et en fin de compte, je vais vous parler des droits des personnes inaptes dans le processus de prise de décision, parce qu'en effet, les personnes inaptes ont des droits. L'agisme. Qu'est-ce que c'est l'agisme? Alors l'agisme, c'est un processus par lequel les personnes sont stéréotypées et discriminées en raison de leur âge et qui apparente à celui du racisme et du sexisme. Alors comme le racisme, le sexisme, l'agisme, les personnes qui ont des préjugés, pour eux, ce n'est pas des préjugés, c'est des réalités. Alors ils vont agir en fonction de ces croyances-là. Qu'est-ce qu'on valorise dans notre société? On valorise la performance, on valorise la rapidité, on valorise la jeunesse, on valorise la beauté. C'est pas mauvais ça en soi, mais quel est le problème quand on commence à passer des messages négatifs par rapport à la représentation du vieillissement? On reçoit des messages d'un peu partout. Alors, je vais vous donner l'exemple des messages qu'on reçoit, par exemple, dans les annonces publicitaires. Les annonces publicitaires, très souvent, nous lancent un message que les signes du vieillissement, ainsi que les enjeux relatifs au vieillissement, c'est quelque chose à cacher ou à combattre. Hein. Toutes sortes de crèmes pour ne pas montrer les rides. Hein. On doit se teindre les cheveux, on ne veut pas avoir les cheveux gris. Et après ça, si on voit une personne aînée dans une publicité, très souvent, c'est par rapport à la promotion d'un produit pour soulager quoi? La douleur, l'incontinence, la constipation, la dysfonction sexuelle. En effet, le message, c'est pas évident de vieillir, être heureux. Hein? Bon. Alors ça, c'est des messages d'un côté. D'un autre côté, c'est dans notre langage de tous les jours. Vous savez bien que de nos jours, on utilise le mot vieux ou vieille comme synonyme de fatigue. Ah, je me sens vraiment vieille ce matin, je ne peux pas bouger. Je n'ai pas dit que je suis fatiguée. Regarde, il a pris un sacré coup de vieux. Il a détérioré. J'ai un moment senior, je ne me rappelle pas. Mais ça, c'est des messages qui disent quoi? Qu'en général, notre notion des personnes vieilles est quelque chose de négatif, malheureusement. Et, dépendamment de où on se retrouve et comment on se situe, on ne va pas vraiment être très emballé de vieillir ou de montrer des signes du vieillissement. Et ça peut avoir un impact assez important par rapport à la reconnaissance de la perte d'autonomie et de vouloir aller chercher de l'aide. Ça a aussi un impact sur la manière que les personnes autour vont dire est-ce que cette personne est capable ou pas de faire des décisions. Quelques idées préconçues qui peuvent amener à la discrimination. Si on pense qu'une personne qui prend un peu de temps à réfléchir, etc., elle n'a pas de compétences, alors ça justifie pourquoi elle ne va pas être incluse au niveau de prise de décision. Après tout, elle ne va rien comprendre. Ou la personne plus jeune comprend plus. Si on pense que vieillir, on va inviter des personnes plus vieux à une rencontre, c'est des personnes en perte d'autonomie, c'est malentendant, ben peut-être on va faire une activité juste pour ces personnes-là, une autre activité pour les personnes qui sont en meilleure santé, parce qu'après tout, on veut que les choses aillent vite. Hein? Que ça se passe bien, on n'a pas envie de crier. On n'entend pas? Ah, excuse-moi. Ah, tiens. Bon, on y arrive. Si on pense que les personnes aînées sont réticentes au changement, pourquoi est-ce qu'on va leur offrir
des options, comme elle disait Mélanie. Ma mère va jamais vouloir aller en hébergement. Ben, tiens, je ne vais pas lui dire qu'il y a des places, des différents types d'hébergement, que peut-être il y en aurait un qu'elle aimerait. Si on pense que les personnes aînées sont incapables ou ont beaucoup de difficultés à apprendre, pourquoi est-ce qu'on va leur offrir des possibilités d'apprentissage, de prendre des cours, de s'améliorer peut-être comment naviguer le web, qui d'ailleurs est très important. Alors, le problème de la gym, c'est quoi? Ça normalise la dévalorisation des personnes aînées. Et ça peut mener à la non-reconnaissance, non seulement de leurs capacités, mais de leurs droits aussi. Parce que si on pense qu'une personne qui a des incapacités cognitives n'a pas des droits, ben on va agir en fonction. Et ça, pour vous dire, peut mener à des comportements maltraitants de la part des personnes, les proches, mais aussi de la part des intervenants. Alors, qu'est-ce que c'est la maltraitance? La maltraitance est un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée, intentionnelle ou non, qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que ça accorde du tort ou de la détresse à quelqu'un. Alors, quand on va penser à la maltraitance, on va commencer toujours par est-ce que la personne subit un tort? Alors, si la personne a l'air mal à l'aise dans le processus que vous êtes en train d'entamer, il y a un tort quelque part. Et c'est pas que vous voulez mal faire, des fois on veut très bien faire, mais en voulant bien faire, en cause du tort ou de la détresse à cette personne-là. Et ça, je peux le dire de la part aussi bien des proches que des intervenants. Il y a plusieurs types de maltraitance. Je vais m'attarder sur un des types de maltraitance, la violation des droits. Parce qu'en effet, ça, c'est un des types qu'on voit souvent dans la prise de décision. Mais est-ce que les personnes connaissent quels sont leurs droits? Alors, on a le droit de faire des choix, même s'ils sont mauvais. On a le droit d'être respecté dans les choix qu'on fait. On a le droit, quand quelqu'un nous pose une question, que c'est nous qu'on donne la réponse, que pas quelqu'un d'autre répond pour nous ou que on pose la question à quelqu'un d'autre. Quel est le problème avec votre mère? Okay. C'est nous qui décidons qui nous visite, c'est nous qui décidons quand on va lire notre courriel, c'est nous qui décide des informations par rapport à des aspects qui nous concernent. Alors, c'est moi qui dois recevoir les informations. Alors, en effet, si je n'ai pas accès à l'information qui me concerne, si on ne me consulte pas et si on ne me respecte pas, on est en train de faire de la violation de mes droits. Et quel est le problème de ça? On va parler de quelques conséquences des personnes qui subissent le tort de constamment être mises de côté, négligées, ne pas être consultées. À un moment donné, je vais vous dire, si on est le moins qu'on fait de décisions, le moins on se sent confortable à les faire. On perd la confiance en nous. On va devenir anxieux. Des fois, ça porte de la confusion. On peut devenir déprimé. À un moment donné, si on est ignoré assez, ben, on se replie en soi-même et c'est nous qu'on ignore les autres. On peut avoir des idées suicidaires. Et des fois, on peut avoir des comportements qui nuisent. Vous savez, des fois, la mauvaise attention, c'est mieux que pas d'attention du tout. J'y vais. Ça, c'est des conséquences possibles psychologiquement. Je vais vous dire, physiquement, il y a des conséquences quand on n'est pas bien psychologiquement. Si moi, j'arrête de prendre des médicaments qui sont importants pour moi, pour ma diabète, pour mon cœur, etc., ben, il va y avoir des séquelles. Hein, c'est possible que ma maladie va progresser beaucoup plus rapidement. C'est possible aussi que je vais avoir une mort précoce. C'est possible que je me rende à l'urgence beaucoup plus souvent. Et c'est possible que je me laisse mourir. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le suicide passif. C'est quand on arrête de manger, on arrête de faire des choses qu'on a besoin de faire pour se maintenir et on se laisse mourir. Et d'ailleurs, ça, c'est des façons de faire des personnes plus aînées au niveau de accélérer leur fin de vie. Alors, quels sont les éléments qui influencent la prise de décision? On a parlé des trois parties, hein, on a parlé des aînés, des proches et des intervenants. Alors, je vais commencer un peu avec qu'est-ce qui influence les aînés et les proches.
Dans un premier temps, c'est la distinction entre la perception du problème et la connaissance de quel est le problème, s'il y en a. Alors, avant même de consulter, l'enfant peut penser que le parent a des pertes, comme par exemple, il commence à avoir des pertes de mémoire. Alors, on peut sauter une conclusion, ma mère a de l'Alzheimer. Je peux vous dire que peut-être maman a juste des pertes de mémoire parce qu'elle ne fait pas attention quand vous parlez, alors elle ne se rappelle pas. Peut-être elle a un problème, qu'elle ne prend pas bien ses médicaments pour la diabète, elle a des moments de confusion. Peut-être elle est déprimée, peut-être il y a un autre problème. Alors des fois, quand on saute à une conclusion, on n'agit pas de manière qu'on devrait le faire. Peut-être on ne va pas consulter aussi vite et ça peut avoir bien sûr un effet néfaste sur la personne. La reconnaissance du problème. Moi, je dis, maman, tu as un problème, tu ne te rappelles pas de rien. Ma mère me dit, tu m'as rien dit, alors il n'y a rien à me rappeler. Moi, j'ai pas de problème, c'est toi qui l'as. Okay. Bon, alors, c'est clair que c'est possible que moi, je veux que ma mère fasse quelque chose, mais elle ne va pas le faire parce que, apparemment, sans problème, c'est le mien. La confiance envers la personne qui identifie le problème. Le rôle des personnes dans la famille. Alors, on va dire, on a une dame et elle a un fils, elle s'entend très bien avec lui. D'ailleurs, il habite en Chine. Elle a une fille qui habite ici, qui fait beaucoup de choses pour elle, mais elle est constamment en train de se disputer avec elle. Alors, le fils au téléphone dit, tu sais, maman, je sens que tu es fatiguée. Des fois, tu sais, tu ne te rappelles pas des choses que tu dis. Peut-être on devrait consulter avec le médecin. Elle va dire peut-être, oui, oui, tu sais, c'est une bonne idée. La fille va lui dire exactement la même chose. Elle va lui dire, ah, tu commences encore. Je ne t'écoute pas parce que je n'ai pas confiance en toi. Je n'ai pas une bonne relation avec toi. La même chose avec la perception du professionnel de la santé qui va nous dire quel est le problème et quelles sont peut-être les options. Si moi j'ai confiance dans le médecin, il va me dire, regardez madame, vous devez faire telle chose, peut-être je vais l'écouter et je vais prendre ça en considération. Mais si par exemple, j'ai jamais rencontré une travailleuse sociale et je ne sais pas ce qu'une travailleuse sociale fait et j'entends que peut-être des travailleuses sociales placent les gens et j'ai pas envie d'être placée, celle-là, je vais pas l'écouter du tout. Hors question. La perception de l'impact de la décision. Et là, un peu de ce que Mélanie disait. Alors, une personne qui est en perte d'autonomie, et pour, on va dire, ses enfants, ça serait merveilleux que quelqu'un rentre, fasse le ménage, fasse à manger, l'aide à sortir. Ça serait vraiment un soulagement. Je me sentirais moins coupable, you know. Pour l'aîné, c'est attends. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui va rentrer chez moi. Ça va briser mon intimité. Je ne peux plus sortir à l'heure que je veux. Peut-être quelqu'un va voler mes choses. Deux perceptions très différentes de comment un service. Oui, quand même, c'est une aide pour la perte d'autonomie, comment ça peut être vécu. Peut-être je préfère aller vivre quelque part d'autre que quelqu'un qui rentre chez moi. Je ne veux pas quelqu'un chez moi. Accès aux compréhensions à l'information. Est-ce que j'ai toute l'information? Vous savez, Mélanie l'a dit, des fois, l'aîné va au médecin, va tout seul, le médecin lui dit toutes sortes de choses, rentre à la maison, la fille dit, qu'est-ce qu'elle dit le médecin? Tout va bien. L'inverse. On donne la permission, le consentement à la famille d'appeler le médecin, on appelle le médecin nous dit toutes sortes de choses, vous savez, votre mère, peut-être elle a besoin d'aide. En fin de compte, plus tard, vous pourrez réfléchir, peut-être elle pourrait aller à une résidence, on rentre à la maison, le médecin a dit que tu dois aller en résidence. Okay. Alors, dépendamment si on a été impliqué dans ce processus de décision, c'est pour ça que c'est important d'impliquer tout le monde et de poser les questions. On va avoir des idées différentes par rapport à qu'est-ce qu'on devrait faire. Et comme elle a dit Mélanie aussi, comment la personne se sent par rapport à la décision. La connaissance de ses droits. Est-ce que l'aîné connaît ses droits? On a parlé des droits. Est-ce que les enfants connaissent les droits? Est-ce que l'intervenant reconnaît les droits? Est-ce que vous savez qu'une procuration, ça ne vous donne pas le droit de faire toutes les décisions pour votre parent? Est-ce que vous savez qu'un mandat en cas d'inaptitude qui n'est pas homologué est un morceau de papier seulement? OK, parce que c'est très important de savoir ces choses-là. Et est-ce que vous savez que même quand on a un mandat où on est un représentant légal, il y a des limites à cette responsabilité? Alors, on va y arriver. Et bien sûr, est-ce qu'on a des idées agissent préconçues? Moi-même, comme aînée, je pourrais dire, ma fille, elle est très éduquée, elle lit tout sur l'Internet, elle appelle toujours à Siri, elle va connaître la réponse.
Alors peut-être je vais la laisser, elle, parler au médecin. Moi-même, je vais me dévaloriser parce que c'est ça ce que les messages qu'on m'a donnés. Et des fois, l'intervenant dit, ben, regardez, voilà, la fille qui vient là, c'est une dame. Peut-être je vais parler avec elle, peut-être ça va aller aussi un peu plus vite. Alors, en effet, il y a un équilibre complexe. En général, je dois vous dire que les familles sont... En général, les familles sont bien intentionnées. Elles veulent bien faire. Mais d'un côté, très souvent, quand on voit un risque, on n'est pas des professionnels nécessairement. Et je dois vous dire une chose, hein, moi je suis professionnelle, mais j'agis très différemment avec ma mère. Hein. On est très différents vis-à-vis aux personnes qu'on a une relation émotive, qu'on est avec quelqu'un qu'on peut voir de manière objective et faire le plan, parce que ça n'a pas le même impact sur nous. Alors des fois, ce qu'on veut, c'est on veut faire de la hyper-prévention. Dès qu'on sait qu'il y a un problème, on aimerait éviter qu'il y ait, un incident négatif. Alors, c'est la balance entre le respect de l'autonomie et la perception de ce besoin de protection. Je vais vous jouer une vidéo. C'est une vidéo qui fait partie d'un programme de sensibilisation pour les témoins de maltraitance. Il y a 10 vidéos dans ce programme. C'est le programme Ce n'est pas correct. Le programme Ce n'est pas correct, c'est un programme qui outille les témoins à réagir à une situation de maltraitance de manière sécuritaire et surtout de manière respectueuse. Comment aborder le problème? Et il y a 10 différents scénarios. Je vais vous jouer un des scénarios. Là, on va voir le conseil de famille. Alors, on va voir Henri et ses 3 enfants qui sont réunis chez lui pour faire une décision par rapport à son déménagement en résidence, la vente de sa maison et la liquidation de ses biens. Ça va jouer? J'ai parlé à mon agent immobilier. Mais on est sûr qu'on est prêt à vendre? Ça fait presque 50 ans que j'habite ici. Oui, papa, on sait bien. Le marché ne va pas s'améliorer. Sa santé non plus, d'ailleurs. En tout cas, au niveau financier, c'est la meilleure décision parce que les factures s'accumulent. Je paye le gaz d'abord, l'électricité, puis le téléphone. Il y a les travaux en plus, la maison en a besoin. Faut peindre au moins. Il y a le toit aussi. C'est encore bon pour une dizaine d'années, ce toit-là. Mais y a-tu de l'argent pour ça? Il n'y a pas le choix, pas si on veut la vendre rapidement. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces vieux trucs? Mais c'est de la qualité, ça. Les meubles comme ça s'achète plus. Il n'y a personne qui les veut. On pourrait toujours les donner, je pense. Les maisons de retraite, là, est-ce qu'il y en a une qu'on aime mieux que les autres? Oh, ils sont toutes pareilles. En tout cas, ils n'ont pas le même prix, par exemple. Il juste en choisir une qui est dans son budget. Alors, pour les personnes qui sont ici à la salle, parce que je ne peux pas voir les personnes qui sont au webinaire, combien de vous pensez que Henri est en train de subir un tort? Combien de vous pensent que les enfants d'Henri veulent bien faire? Alors, regardons un peu, est-ce que Henri a vraiment besoin de déménager? Si on parle aux enfants, ils vont vous dire, regardez, mon père Henri, il est en perte d'autonomie, il marchette, il n'entend pas très bien. Il ne peut pas prendre soin de sa maison. Il y a un risque qui va se négliger, il y a un risque qui pourrait tomber. On doit vendre la maison, il doit déménager et la seule solution, c'est la résidence qui va combler tous ses besoins. Que pense Henri? Ben, si on regarde Henri, il va vous dire, je suis capable, je paye mes comptes et je suis organisée, je sais comment je paye mes comptes. La maison est encore en bon état, j'ai des meubles de qualité. J'ai vraiment pas envie de déménager en résidence. C'est qui va décider? Ben, les enfants, on dirait qu'ils ont fait une décision. Les enfants, Henri, il est présent dans cette prise de décision, mais est-ce qu'il est inclus?
Ah, non, pas du tout. Hein. Alors, ces commentaires ignorés, banalisés, oui, papa. Hein? Les enfants pensent savoir mieux qu'Henri et ils se donnent le droit de commencer à faire certaines décisions. Et ils décident pour Henri, d'un côté, quand ils leur donnent les choix de résidence, ils ont déjà fait un triage. Hein? Alors, ils ont donné à Henri un choix de résidence. Ils n'ont pas donné d'autres choix et possibilités. En réalité, qui décide? Le droit revient à Henri. Hein? Henri a le droit de décider. Mais il ne sait même pas quelles sont ses options. On ne lui a pas dit quelles sont ses options. Il probablement réalise que ses enfants sont bien intentionnés et probablement il compte sur ses enfants. Alors, il n'a pas vraiment envie de rentrer en conflit avec ses enfants. C'est difficile, cette décision. Si on a de la chance, on va avoir un super intervenant qui va venir et qui va aider à cette famille. L'intervenant va pouvoir préciser quels sont les besoins réels d'Henri en faisant une évaluation vraiment de qu'est-ce qu'il peut vraiment faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Il va confirmer que Henri, c'est le client, Henri, c'est l'usager, Henri, il a le droit de faire des décisions, il a le droit aussi d'assumer les conséquences. Il va pouvoir préciser quels sont les risques. Oui, il pourrait tomber, mais peut-être si on enlève ce tapis ici ou on fait ci ou ça, le risque est moindre. Je dois vous dire quelque chose de cette histoire avec de placer des gens pour qu'ils ne tombent pas. Quand les gens sont placés, ils tombent. C'est juste qu'il y a quelqu'un pour les ramasser. Ok, ils tombent pareil. Il va pouvoir présenter d'autres options. Est-ce que le déménagement, c'est la seule option ou est-ce qu'on pourrait avoir des services à domicile ou des accompagnements qui pourraient être faits pour aider Henri pour combler les choses qu'il ne peut pas faire tout seul? Il pouvait aussi clarifier les limites des documents légaux si nécessaire. Par exemple, si des enfants disent vous savez, moi j'ai le mandat de mon père, oui, mais votre mandat il n'est pas nécessaire présentement. Très important, surtout quand il y a une différence d'opinion par rapport à quelle est l'option. On doit offrir de l'aide à Henri pour l'aider à vraiment peut-être s'affirmer, pour clarifier comment, pourquoi il veut rester, pour rassurer les enfants. Et on va devoir aider les enfants aussi pour comprendre que they're doing a good job. Okay? Ils veulent bien faire, c'est fantastique, mais peut-être, vous savez, votre père, il a pris soin de vous quand vous étiez petit. Maintenant, vous voulez faire la même chose, sauf que votre père n'est pas petit. C'est pas la même chose. On ne prend pas soin d'un parent comme un parent a pris soin de nous. Le parent, il garde ses choix de faire la décision et il garde le choix de prendre certains risques. Il peut identifier et nommer exactement ça, ses attitudes à agir. Ce n'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on retourne à l'enfance et qu'on a besoin de plus d'aide. Et on va espérer que l'intervenant n'a pas des idées agistes lui-même qu'il ne reconnaît pas et qui peut-être il va aller plus du côté de ce que veulent les enfants, de ce que veut Henri. Henri était une personne apte. Et même encore, on peut voir qu'il y a certaines décisions que les enfants veulent faire ou veulent encourager que Henri aille d'une certaine manière. Mais quels sont les droits d'une personne qui a des inaptitudes, une personne qui est inapte? Alors, qui décide? Premièrement, qu'est-ce que c'est l'inaptitude? Alors, l'inaptitude est évaluée dans deux sphères, au plan médical et au plan psychosocial. Alors, médicalement, on va aller chercher quels sont les diagnostics et les prognostics qui causent le problème. Socialement, on va aller voir quel est l'impact de ces diagnostics et prognostics sur la capacité de cette personne de vivre en sécurité ou à risque. L'aptitude peut être au bien, gestion de l'argent, gestion des placements, capacité de signer des bails, capacité d'aller chercher des services, ou à la personne. Décision par rapport à est-ce que je me nourris bien, est-ce que je m'habille d'une manière appropriée pour la température, est-ce que je peux garder mes appointements, hein? Est-ce que je peux prendre soin de moi-même. Elle peut être partielle, ça veut dire que je peux faire, par exemple, je peux gérer mon argent, mais faire les placements, c'est un peu plus compliqué.
Je peux choisir ce que je porte, où je vais aller, mais c'est possible que j'ai peut-être un peu plus besoin d'aide par rapport à mes appointements et des choses comme ça parce que je ne me rappelle pas toujours et je ne suis pas toujours ma prise de médicaments, etc. Elle peut être totale. Je dois vous dire que c'est rare que quelqu'un est totalement inapte. Ça prend beaucoup pour être vraiment très hypothéqué, d'avoir aucune perte de mémoire, mais ça arrive des fois, il y a des personnes qui sont très avancées dans leur maladie et ils ne peuvent pas faire des décisions par eux-mêmes totalement. Ça peut être temporaire, par exemple, on est dans un accident, et après on va améliorer, ou très souvent, si c'est des maladies dégénératives, ça va être permanent. Qui déclare une personne inapte? Très souvent, il y a les enfants qui vont dire c'est ma mère qui a l'Alzheimer. C'est très beau de dire mais c'est pas eux qui peuvent le faire. Est-ce que c'est le médecin? Non. Le médecin fait le constat de l'inaptitude. Il fait l'évaluation qui dit voilà les problèmes, voilà l'inaptitude. La travailleuse sociale dit voilà l'impact de cette incapacité dans la vraie vie et le juge décide si en effet cette personne est inapte ou pas. Alors jusqu'à temps qu'il y ait ce jugement, cette personne est apte. Elle retient tous ses droits. Une personne a le droit, je ne sais pas où est la madame qui a posé la question, une personne a le droit de refuser une évaluation. Sauf bien sûr, c'est une situation exactement d'urgence, malheureusement, qu'il y a un risque sérieux à la vie de cette personne. Et là, on peut imposer une évaluation avec une ordonnance de cours. La prise de décision concernant une personne inapte, même si je suis le représentant légal de quelqu'un, dans la loi, je dois faire tout mon possible pour sauvegarder l'autonomie et de respecter le choix de cette personne dans la mesure du possible. Alors, si elle peut être consultée, il faut le faire. Si elle a une opinion de où elle veut aller, c'est elle qui décide. Ce n'est pas tout à coup, il n'y a aucune décision, je fais tout. Il faut consulter dans la mesure, il faut impliquer, parce qu'en effet, on sait que le moins qu'une personne est impliquée, le plus qu'elle va détériorer. Et on se rappelle qu'il y a des gens qui ont des inaptitudes partielles, pas complètes. Même si on est complètement inapte, on a des droits. On continue à avoir des droits. Hein? Au Québec, le consentement aux soins. Une personne ne peut pas être soumise à des soins sans son consentement, même si ces soins sont nécessaires au maintien de sa vie, à moins de l'ordre, une ordonnance de cours. Hein? C'est assez sérieux. Hein? L'équipe médicale doit obtenir le consentement de la personne avant d'y prodiguer des soins, à moins que cela ne soit pas possible dans une situation d'urgence. Une personne qui a un accident de voiture et arrive à l'urgence, ils vont faire quelque chose pour la sauver, et qui constitue une menace à leur vie. Le consentement aux soins dans un contexte d'inaptitude. Peu importe le degré d'inaptitude, totale ou partielle, la personne conserve son droit fondamental de consentir ou de refuser à des soins, et ça inclut les examens, les prélèvements, les traitements, inclut l'hébergement. Et on va faire toujours la distinction entre l'aptitude générale, ça veut dire j'ai une aptitude en général, et la capacité de consentir pour un soin en particulier. Alors, même si on a une personne qui est inapte, soit un régime de protection, on va devoir évaluer sa capacité de consentir pour chaque soin. On va prendre aussi en considération, même si elle est totalement inapte, s'il y a un refus catégorique, même si elle est inapte à consentir, quelqu'un d'autre fait la décision pour elle. Si une personne s'oppose catégoriquement à avoir le soin, avoir une intervention, être placée, on va avoir besoin d'une ordonnance de soins. L'équipe traitante qui peut démontrer pourquoi on doit aller en contre et on doit forcer littéralement quelqu'un à prendre un soin, doit aller devant un juge pour que le juge dise « c'est d'accord, on peut faire ce genre d'imposition sur quelqu'un ». Alors, comment est-ce qu'on évalue la capacité de consentir? Il y a des questions à travers le critère de la Nouvelle-Écosse et on va vérifier si la personne comprend. Alors, moi, je vais utiliser l'exemple de l'hébergement ou du placement.
Est-ce que la personne comprend sa maladie et son état? Vous avez des pertes de mémoire, vous oubliez de prendre vos médicaments, vous oubliez de vous nourrir, vous avez des risques. La nature du soin proposé. On aimerait que vous ayez dans un établissement qui est supervisé, qui pourrait combler ces besoins pour que vous soyez en sécurité. Les risques des soins, des fois, ce n'est pas des risques. Vous savez que si vous allez en hébergement, vous allez devoir quitter votre maison, vous allez rentrer dans un milieu collectif, ça ne va pas être aussi facile, vous n'allez pas avoir les mêmes libertés de faire certaines choses, parce qu'après tout, il y a des règles. Est-ce que vous comprenez les risques de refuser? Si vous n'allez pas en hébergement, ben, vous avez le risque que quelque chose va arriver, vous allez être tout seul, vous n'allez pas avoir accès à de l'aide tout de suite. Est-ce que la capacité actuelle de cette personne est influencée par sa maladie ou son état? Est-ce qu'elle est très, très déprimée, alors elle ne peut pas faire cette décision, ou est-ce qu'elle est vraiment à un stade avancé, qu'elle ne pourrait pas faire cette décision? Et là, je vais vous montrer, ça a l'air compliqué, mais je vais simplifier ça pour vous. Le consentement aux soins pour les personnes inaptes. Il y a 3 scénarios possibles. Dans un premier scénario, la personne est considérée apte selon les critères de la Nouvelle-Écosse. Et dans les 2 autres scénarios, on a la personne qui est considérée inapte selon les critères de la Nouvelle-Écosse. Dans un scénario, la personne a un représentant légal et dans l'autre, la personne n'a pas un représentant légal. Alors, on regarde le premier scénario qui est la personne qui est apte et que maintenant est capable de consentir. On va prendre Henri. Alors, Henri a des incapacités partielles. Il est apte selon les critères de la Nouvelle-Écosse. Son fils est son représentant légal. Mais si Henri décide d'aller en hébergement, ben il va aller. Mais s'il décide de ne pas aller en hébergement, on va dire au fils, même s'il veut qu'il ait un hébergement, que Henri est comme vous et moi, il fait la décision, il reste à la maison. Deuxième scénario. Henri maintenant est totalement inapte à consentir. Et là, son fils, il est le représentant légal, on va consulter avec le fils. Si le fils est d'accord et Henri ne s'oppose pas de problème, il va en hébergement. Si le fils refuse ou Henri refuse catégoriquement et l'équipe traitante pense que c'est vraiment impératif qu'il aille en hébergement, ben c'est l'équipe traitante qui va devoir aller à un juge et dire on doit placer ce monsieur. Dans le troisième scénario, c'est quand il n'y a pas un représentant légal et on n'a pas nécessairement besoin de représentant légal. Vous savez que la plupart des personnes ont des inaptitudes de fait. Ils ne sont pas déclarés inaptes, mais ils ont des inaptitudes de fait. Là, on peut se retourner vers le consentement substitut, les règles de consentement substitut, le conjoint premier, les enfants ou toute autre personne qui est impliquée ou intéressée par rapport à cette personne, et on suit le même cheminement par rapport à la prise de décision et si on va pouvoir forcer ou pas. On ne peut pas forcer. Vous savez, c'est très traumatique de forcer quelqu'un à avoir un soin ou de déménager. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez? Dans un premier temps, pour nous qui sommes des intervenants et pour nous qui sommes des proches, on veut être bien traitant. Alors, pour être bien traitant, surtout au niveau des soins et services, l'aîné doit toujours rester au cœur de nos préoccupations. On va prendre en considération ses choix, sa dignité, sa sécurité et le respect de ses droits. Seul un juge est capable de déclarer quelqu'un inapte. Et même dans un contexte d'inaptitude, il faut toujours assurer que l'aîné représenté et consulté dans la mesure du possible et qu'on respecte ses choix dans la mesure du possible. Alors, nous allons vieillir tous sans exception. Soyons conscients de nos pensées, de nos paroles qui renforcent la représentation négative du vieillissement et des personnes aînées et qui peuvent primer nos droits. J'aimerais vous laisser aussi avec une petite blague que j'aime beaucoup. Il y a Madame Tremblay qui va voir son médecin, puis elle dit « Regardez, docteur, j'ai vraiment très mal ici à l'épaule. » Madame Tremblay, c'est l'âge. Elle dit « C'est drôle, docteur. Cette épaule, elle a le même âge. J'ai pas mal. » Merci beaucoup.